Bienvenue dans notre podcast « L'oracle c'est toi », le podcast qui va te rendre cartomania. Nous nous appelons Lucie et Raphaël, et avant d'avoir créé notre propre oracle, nous avons exploré, étudié, travaillé de nombreux tarots et oracles, nous sommes de véritables passionnés. Passionnés par la psychologie des hommes, par la symbolique et le développement personnel. L'Oracle c'est toi, c'est le podcast pour celles et ceux qui ont envie d'apprendre en permanence et développer leurs compétences dans l'accompagnement et les tirages. Si tu as l'intuition que les cartes peuvent être un outil pertinent pour travailler sur toi et que ce travail peut être bénéfique au monde qui t'entoure, alors tu es au bon endroit. Nous te donnerons des pistes qui te permettront d'accéder à cette quête de toi-même, mais aussi d'embrasser cet univers mystique et magique qui t'entoure. Bienvenue dans ce premier épisode où nous allons parler mythes et légendes. Et oui, je vais te parler de la genèse des jeux que nous connaissons tous aujourd'hui. Tu vas voir que leurs racines sont parfois un peu floues. Les 3 exemples que je vais te partager aujourd'hui sont de véritables mythes et légendes. Et nous allons commencer tout de suite par un mythe. C'est notre première histoire. Replongeons-nous dans l'Égypte antique. Imagine-toi au temps des pyramides, à environ moins de 1500 ans avant Jésus-Christ, et visualise-toi un roi et une reine. Ce roi et cette reine étaient frères et sœurs et régnaient depuis la nuit des temps. Lui se nommait Geb, il dominait la terre. Il était le symbole de l'énergie et du pouvoir. Et au niveau de sa représentation, il était représenté avec des végétaux qui lui poussent sur le dos. C'était le pourvoyeur des nourritures terrestres. Et tu sais quoi, il avait aussi une oie sur la tête. L'oie, au niveau de l'Égypte ancienne, c'était l'animal sacré. Et c'est aussi un symbole qui apparaît dans les hiéroglyphes. Ce roi, donc Geb, avait une sœur. Sa sœur, elle, régnait sur le ciel. C'était la divinité Nout. Et elle se déployait au-dessus de la tête des Égyptiens pour les protéger. Chaque soir, elle dévorait le soleil pour le restituer le lendemain matin. Une activité qui en fait la divinité associée à la résurrection des morts. C'est pour cela qu'on l'a représentée avec des petites étoiles sur le corps pour représenter les âmes des morts. Bon, là où ça devient compliqué, c'est qu'il y avait un problème entre Geb et Nout. Le problème, c'était que Nout et Geb s'aimaient plus que des frères et sœurs. En fait, ils s'aimaient d'un amour incestueux. Un jour, donc, Ré, le dieu soleil, s'en aperçut. Tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, Ré, c'est celui qu'on peut aussi appeler donc Ra, et c'est une divinité très importante de l'Égypte. Il est représenté sous la forme d'un homme avec une tête de faucon et un disque solaire entouré d'un serpent. Je ne sais pas si tu le visualises. Et bien donc Ré, très en colère et indigné par cet amour entre un frère et une sœur, a donc condamné Nout à la stérilité, tout simplement. Mais le mythe raconte que la reine Nout avait un amant qui s'appelait Thoth. Thoth, si tu veux le visualiser, tu sais, c'est un scribe. C'est le scribe, une divinité en fait qui était experte dans les lettres, les arts, et il était maître des jeux. C'est là que ça devient intéressant pour nous ici, sur cette thématique des jeux. Thoth, donc, c'était l'amant de Nout, et il a voulu tout faire justement pour détourner cette malédiction de Ré, car forcément il voulait que Nout ait des enfants. Il décide donc de se présenter devant la lune et de lui proposer une partie de jeu de table. Un jeu de table, c'est une partie symbolique et mythologique bien sûr, mais c'est le début finalement de tout cet univers des jeux et des mythes en fait autour de la divination que l'on va chercher à explorer ici dans ce podcast. Donc Thoth remporta la partie donc de jeu de table contre la lune et donc la lune, de manière symbolique, fut contrainte de lui donner, écoutez bien, c'est assez précis, 1/72e de chaque nuit où elle brillerait. Et donc, selon la légende, avec la somme de toutes ces fractions, ces petites fractions de lumière réunies, Nout a pu donc accoucher de ses 5 enfants. Donc on garde bien en tête, bien sûr, l'aspect plutôt légendaire de cette histoire, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle révèle donc plusieurs choses. Elle révèle premièrement que tu peux déjà voir que les jeux prennent racine très tôt dans les mythologies anciennes. Et deuxièmement, tu peux voir aussi qu'au départ, ce ne sont pas des actes gratuits, ces jeux, car ici, dans cet exemple, il s'agissait quand même d'un accouchement et donc de stérilité. Les enjeux étaient donc quand même hyper importants, même si cela reste quand même un mythe. Et donc là, je vais vous donner le dénouement de l'histoire. En fait, Nout a quand même pu accoucher de ses 5 enfants,
Donc qui sont connus, hein, Osiris, Ar-Oëris, Seth, Isis, dont je vous parlerai lors d'un prochain podcast certainement, et Nephthys. Donc on en conclut que le jeu de table contre la Lune a quand même bien marché et a été très bénéfique pour nous. Plongeons-nous maintenant dans la deuxième histoire. Cette fois-ci, immerge-toi dans la mythologie grecque. On est à peu près dans la même période, peut-être un petit peu plus tard quand même, environ vers les moins 2000 avant Jésus-Christ. Et c'est l'époque où Athènes était l'une des villes les plus importantes du monde. Et si je te parle de Pénélope et Ulysse, est-ce que justement ça te dit quelque chose ? Eh oui, cette histoire nous rapporte donc qu'ils étaient donc hyper amoureux, hein, l'histoire de Pénélope et Ulysse, on la connaît tous, et que Pénélope avait des prétendants, et qu'elle serait forcée à un moment donné d'en choisir un et de l'épouser. Du coup, à un moment donné, elle a été contrainte, Pénélope, de jouer sa main avec un jeu d'adresse, ou plutôt une ruse. Je vais vous expliquer en quoi elle consistait. Elle a demandé donc à ses 14 prétendants d'utiliser l'arc d'Ulysse à travers 12 fers de hache. Lancer vraiment une flèche à travers ces 12 fers de hache. Et Pénélope et Ulysse avaient rusé tous les deux. Et en fait, elle savait très bien que seul Ulysse y arriverait. Il était lui-même déguisé en mendiant pour ne pas se faire reconnaître, bien sûr. Et je ne sais pas si tu te rappelles d'Ulysse, je vais te donner quelques petites clés pour que tu puisses t'en rappeler. C'était un personnage rusé et habile dans les mythologies grecques. Et lui-même avait inventé les ruses pour se libérer donc de Poséidon et des sirènes. Et c'est aussi celui qui fabrique le navire très connu donc pour quitter Calypso et également un pieu pour aveugler le cyclope dans ce mythe. Et donc dans ce mythe, Pénélope utilise donc une ruse, une sorte de jeu, car elle avait pour objectif de finir sa vie avec son Ulysse. Et le fin mot de l'histoire, je ne sais pas si tu veux savoir, c'est que Ulysse, déguisé, les massacre tous avec l'aide de son fils Télémaque et sous la bénédiction des dieux, bien sûr. Et donc le dénouement final, c'est que Ulysse et Pénélope donc filent l'amour après plus de 20 années de séparation. Tu penses que c'est du hasard ou une ruse tournée sous la forme d'un jeu ? Telle est la question. Et terminons ce podcast avec un tout dernier mythe qui va encore plus t'éclairer sur la fonction des jeux dans la mythologie. On est toujours dans la mythologie grecque, à peu près à la même période. Et donc tu dois forcément connaître la divinité Eros. Eros, c'est celui qui est considéré comme la divinité de l'amour. Et bien dans ce mythe, il jouait aux osselets avec Ganymède. Ganymède, c'était un jeune mortel. On disait que c'était le plus beau des mortels. Et le jeu d'osselets, tu dois certainement connaître, c'est un des plus anciens jeux de l'humanité. Avant, en fait, on jouait réellement avec de vrais os, en fait. Ça, c'est un peu moins drôle. Et ce qui est intéressant ici, c'est que les experts de la mythologie grecque, certains experts ont prouvé que ces jeux d'osselets servaient aussi à la divination. C'est assez troublant. En fait, il était dit que, puisque les astragales, donc l'astragale c'est l'os du pied chez les mammifères, symbolise la bonne fortune, il était de coutume de les enterrer sous le seuil de la maison dans l'espoir qu'ils apportent chance et prospérité. Donc comme je te disais, à l'époque des osselets, c'était de véritables os de mouton et donc on les enterrait sous le seuil de la maison. Donc superstition, divination, projection, on ne sait pas trop. Mais je trouve cette histoire hyper intéressante car sur cette symbolique de jeu d'osselets utilisé pour jouer, on utilisait donc aussi des rituels pour prédire l'avenir. On nous rapporte que leur forme, la forme d'os, aurait fasciné les hommes pendant très longtemps. Donc tu vois bien comment les jeux pouvaient servir au travers de ces trois histoires, ces trois mythes, légendes, comment les jeux pouvaient servir pour se fixer sur de véritables enjeux. Avec par exemple la grossesse de Nout et ses 5 enfants. Il pouvait aussi servir pour ruser, donc comme Ulysse et Pénélope, et également pour créer des rituels ou des prémonitions, comme le jeu d'osselets avec lequel donc Eros défia Ganymède. Du coup, ça m'amène à me poser une question. Quels sont leurs points communs à tous ces jeux ? J'en ai trouvé 2. Le premier, ce sont à travers ces jeux, ce sont des actes posés, hors du temps, avec des règles qu'on accepte. Ce serait le premier point que je trouverais à mettre en évidence ici. Et le deuxième point, ce serait donc que ce sont des jeux avec des enjeux qui dépassent un petit peu la compréhension. Je ne sais pas si tu vois à peu près ce que je veux dire.
Donc moi, à mon tour, je te pose la question maintenant, si tu considères les cartes, si on prend en considération les cartes, quel sens donner au fait d'étaler un jeu devant soi aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui ? Peut-être on peut se dire pour connaître le sens caché d'un questionnement ou pour avoir des réponses ? Ou bien peut-être pour mettre en évidence des enjeux plus grands, pour te donner peut-être une direction. Seul toi as la réponse. Je te remercie beaucoup pour ton écoute, je t'envoie plein de good vibes et je te dis à très bientôt, avec amour, Lucie. Un grand merci pour l'écoute de cet épisode. J'espère que tu as aimé ce podcast. Abonne-toi si tu souhaites continuer à développer tes compétences dans l'accompagnement et les tirages. Laisse-nous un avis 5 étoiles ou un pouce en fonction de la plateforme où tu écoutes ce podcast, cela nous ferait vraiment plaisir. Et partage-nous ton avis en commentaire. Si tu as envie d'aller plus loin et de découvrir le jeu que nous avons créé, tape dans Google Oracle de Marseille. Et si tu souhaites te former davantage, tape Trésor des cartes où tu trouveras toutes nos ressources gratuites dédiées à l'univers du tarot et des oracles. Je te dis à très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas, on apprend ensemble.